Dans les marais biélorusses, où le brouillard étouffe les sons et efface les repères, des tankistes soviétiques, à bord d'un Sherman Prebaï, entendent l'approche d'une armada allemande. Les cœurs battent à l'unisson avec les chenilles ennemies, et la terreur éclate au sein de l'équipage. Le chargeur laisse tomber un obus, hurlant au suicide, et tente de faire demi-tour au char. Le commandant étouffe la mutinerie d'un coup brutal, transformant la peur en rage. Des détails macabres, le feu léchant le blindage, des hommes se tordant dans la fumée, ne sont qu'un prélude. Un fait intrigant. Ils se sont approchés si près qu'ils ont vu la cigarette entre les dents d'un officier allemand. Que cache cette manœuvre désespérée? Regardez jusqu'au bout. C'est la vérité cruelle sur le prix payé pour arrêter la percée. Juin 1944. République socialiste soviétique de Biélorussie. Opération Bagration. Le marais n'est pas un paysage. C'est un milieu hostile qui tente de digérer 30 tonnes d'acier américain. Un brouillard lourd et huileux flotte dans l'air. Du lait. Visibilité nulle. Zéro absolu. Dans cette gelée blanchâtre se noient les sons, les repères et le bon sens. Cela sent la vase pourrie, l'eau stagnante et l'odeur âcre et chimique du carburant américain. Une odeur impossible à confondre. Une machine étrangère. Une guerre étrangère sur une terre natale. Le char Sherman M4A2 repose sur un chemin de rondins instable, ses chevrons de chenilles mordant dans le bois glissant et visqueux. Le moteur tourne au ralenti. Une vibration monotone se transmet à travers le plancher d'acier jusqu'aux semelles des bottes, remonte plus haut, fait trembler les genoux et se loge dans la colonne vertébrale. Pour l'équipage, ce bourdonnement est la seule preuve qu'ils sont encore en vie. Si le moteur cale ici, dans ce bourbier, l'EMCHA passera du statut d'unité de combat à celui de tombeau collectif avant même le premier tir. Le chef de char, le lieutenant de la garde Viktor Gromov, presse son visage contre le coussinet du périscope. Le caoutchouc est humide, collant de condensation. Devant ses yeux, seulement un voile trouble. L'épiscope est inutile. Sortir la tête par l'écoutille, c'est l'exposer à un éclat perdu ou à une balle de sniper qui pourrait surgir de ce lait à tout instant. Gromov sent une goutte froide couler le long de son dos, sous sa gymnastiorka trempée de sueur. Ce n'est pas la chaleur, c'est la physiologie de la peur, prêtée par l'organisme en une concentration glaciale. « Premier, ici troisième, répondez !» La voix de Gromov dans le laryngophone sonne sourde, mécanique. Dans les écouteurs, seulement le crépitement de l'électricité statique. L'éther est mort. La radio SCR 506 est une excellente station américaine, puissante. Mais pour l'instant, elle ne capte que le bruit blanc de l'atmosphère et les parasites des fronts orageux quelque part à l'ouest. Ils sont coupés du monde. Isolement total. Le bataillon est parti devant, ou a brûlé, ou a mal tourné à un carrefour qui ne figurait pas sur la carte. La topographie ici est le troisième participant au conflit, et elle joue contre tout le monde. Silence radio, camarade commandant. La voix du chargeur, le sergent Erokin, déraille dans les aigus. Pas de panique, dit Gromov, sans hausser le ton. Il ne fait que constater un fait. Écoutez l'horizon. Il fait étroit à l'intérieur de la tourelle. Les Américains sont fiers de leur ergonomie, des sièges en cuir, du revêtement intérieur qui empêche les éclats de blindage de hacher l'équipage en cas d'impact. Mais quand vous êtes enfermé dans une boîte en acier, au milieu d'un néant hostile, ce confort ressemble à une moquerie. Prebaï, une belle machine, haute, trop haute. Le profil du Sherman s'élève au-dessus du marais comme un phare. Pour les tireurs allemands, cette silhouette est un cadeau. Des flancs plats et verticaux,
Aucun angle d'inclinaison rationnel, comme sur le T-34. Les angles droits sont des pièges à obus. 75 mm de blindage frontal, sur le papier, ça sonne bien. En réalité, face à la ménagerie allemande, c'est du carton. Gromov connaît les caractéristiques techniques de sa machine par cœur. Il sait que ce char est un ensemble de compromis. Le moteur à essence, sur la plupart des modèles, bien que celui-ci soit diesel, la peur reste ancrée, est un risque d'incendie absolu. Un coup au but dans le compartiment moteur et le carburant américain à haut indice d'octane transformera l'équipage en torche vivante en 3 secondes. Ils sont assis sur un baril de poudre dont la mèche est déjà allumée. Le pilote, l'adjudant Kolyada, un ancien tractoriste de la région de Ryazan, agrippe les leviers de commande à s'en blanchir les jointures. Ses mains, noires de mazout et de crasse incrustée, tremblent. Pas de peur face à l'ennemi, mais de tension. Maintenir ce monstre de 30 tonnes sur les rondins glissants du chemin de fortune est un travail d'équilibriste de cirque, pas de tankiste. Un faux mouvement sur un levier, un coup brusque sur l'embrayage, et la chenille glissera dans la tourbière. Le char se couchera sur le ventre, et alors c'est fini. La fin. Le marais les aspirera lentement, avec un bruit de succion, sans même laisser une tache d'huile à la surface. « Kolyada, ne laisse pas tomber les tours », ordonne Gromov. « Garde-le en tension. »« Je tiens, commandant. Ça chauffe, cette saloperie. » L'eau dans le radiateur bout, râle le pilote. Une odeur lourde règne dans le compartiment de combat. Un mélange de poudre brûlée des tirs précédents, de métal chauffé, de sueur humaine et de l'odeur synthétique de l'isolant américain. Le ventilateur peine à suivre. L'air est épais, à couper au couteau. Chaque mouvement demande un effort. La fatigue s'accumule dans les muscles comme de l'acide lactique. Ils n'ont pas dormi depuis 2 jours. Les yeux sont pleins du sable du manque de sommeil. Les paupières sont lourdes, comme de plomb. Mais dormir est interdit. Ici, le sommeil équivaut à la mort. Gromov regarde la culasse du canon de 75 mm M3. Un bon canon, rapide, précis. Le stabilisateur gyroscopique permet de tirer en marche. Une merveille technologique inaccessible aux chars soviétiques. Mais le calibre, 75 mm. Contre l'infanterie, c'est un hachoir. Contre les blindés légers, un marteau. Mais si le front d'un tigre ou d'un panthère surgit du brouillard, ce canon se transformera en un tuyau inutile. L'obus perforant se désintégrera simplement en poussière contre l'acier Krupp. C'est de la physique. L'énergie cinétique ne suffira pas. Pour percer un félin allemand, il faut s'approcher à bout portant. À une distance où il est impossible de manquer, mais aussi impossible de survivre. Le silence au dehors pèse sur les oreilles plus fort que le fracas du combat. Au combat, il y a une dynamique, de l'action. Ici, seulement l'attente et l'inconnu. Le brouillard vole la notion de distance. On a l'impression que le frein de bouche du canon bute contre un mur blanc. Le monde s'est rétréci aux dimensions de la tourelle. Le monde extérieur n'existe plus. Il n'y a que l'équipage, 4 hommes, liés par leur casque radio, et un destin commun. Et un mécanisme qui vit sa propre vie. On entend la culasse claquer quand le chargeur vérifie pour la 10e fois la présence de l'obus dans la chambre. C'est nerveux. Un tic. « Hé Rokin, arrête de branler la culasse !» aboie Gromov. « Tu vas dérégler le mécanisme. »« Bien, ça suffit, » grogne le chargeur, mais il retire ses mains. Un son. Gromov se fige. À travers le bourdonnement régulier de son propre moteur, à travers la ouate du brouillard, quelque chose d'étranger perce. Un grondement bas, guttural.
Il diffère du son clair et poussif des moteurs américains. C'est un son lourd, de basse, sourd, grondant, comme un tonnerre lointain. La terre sous les chenilles commence à vibrer imperceptiblement sur un autre rythme. Ce n'est pas la vibration de leur propre moteur, c'est la résonance de quelque chose de très lourd avançant sur la tourbière. Gromov regarde sa montre. Les aiguilles se sont figées. Le temps s'est étiré, transformé en une substance visqueuse. Les secondes tombent comme de l'huile d'un carter percé. Le son grandit. Il vient de l'est ou de l'ouest. Dans le brouillard, l'acoustique est trompeuse. Le son rebondit sur l'eau, sur les arbres, embrouille, mène par le bout du nez. Mais l'instinct, forgé par des années de guerre, hurle à son oreille. Danger. Équipage, attention! La voix de Gromov devient dure comme du papier de verre. Secteur d'observation 360. Écoutez. Écoutez jusqu'à en avoir les oreilles qui bourdonnent. Ils sont seuls. Il n'y aura pas d'aide. L'aviation ne vole pas par ce temps. L'artillerie est aveugle. Si l'ennemi sort du brouillard, ce sera un duel dans une cabine téléphonique. Sauf qu'au lieu de couteaux, ce sont des obus perforants. Et au lieu d'une cabine, un marais sans issue. Gromov sent son estomac se nouer. Non pas de peur de la mort, mais de peur de se planter. De peur de ne pas être assez rapide. De peur que sa décision, prise une seconde plus tôt, soit déjà une erreur. L'étrangère du pré-bail tressaille, comme si elle sentait l'approche d'un prédateur. Dans ce brouillard, sur ce maudit chemin de rondins, les frontières entre l'homme et la machine s'effacent. Le Sherman, maintenant, n'est pas du métal. C'est le prolongement du système nerveux de l'équipage. Et ce système nerveux est tendu à la limite, prêt à rompre au moindre effleurement. Quelque part là-bas, dans la brume blanche, des chenilles étrangères cliquettent, et elles approchent. La vibration change de tonalité. Si, il y a une minute, c'était le tremblement de leur propre générateur diesel et moteur, maintenant la tourbière sous les chenilles tremble de tout son long. Ce n'est plus un son, c'est un mouvement tectonique. Gromov sent la résonance frapper à travers le siège directement dans sa colonne vertébrale. Ses dents commencent à claquer, et ce n'est pas le froid, c'est le bruit de l'inévitable. Gromov arrache son casque d'une oreille. Il a besoin d'entendre le son pur, sans les distorsions de la membrane. À travers le silence ouaté du marais, un rythme bas et grondant perce. Ce n'est pas le hurlement poussif des moteurs soviétiques, ni le bourdonnement aigu des Américains. C'est une puissance lourde et rassasiée. Moteur 12 cylindres Maybach, 700 chevaux, broyant la tourbe et l'argile. Le son se multiplie, se superpose. Il n'y a pas qu'une seule machine. C'est une colonne qui arrive. Dans la tête du lieutenant, une carte tactique se dessine instantanément. Une carte qu'il n'a pas sur papier. Le chaudron est percé. Les Allemands ne restent pas encerclés à attendre la captivité. Ils tentent une percée. Et ils passent juste ici, par ces maudits chemins de rondins oubliés de Dieu, considérés comme impraticables. Le Sherman se tient sur leur chemin comme une boîte de conserve sur des rails devant un train de marchandises. « Commandant, c'est... » La voix du tireur tremble. « Silence !» siffle Gromov. Le brouillard devant eux commence à tourbillonner, comme coupé par la proue d'un navire géant. Le voile blanc se déchire en lambeaux. De la brume émerge la géométrie de la mort. D'abord apparaît le frein de bouche, caractéristique, un renflement à 2 chambres au bout d'un long canon. La pupille noire d'un calibre 88 mm. Ensuite, une tourelle massive et anguleuse. Et enfin, le châssis. Un tigre.
Panzerkampfwagen 6. 57 tonnes de génie germanique sombre. Il est en tête. Ici, il est roi et Dieu, le maître de la chaîne alimentaire. Le char avance lentement, avec une assurance effrayante. De larges chenilles, spécialement conçues pour le front de l'Est, enfoncent les rondins dans la boue. On entend le bois craquer sous le poids colossal. Le moteur tourne régulièrement, sans rater, ronronnant butturalement. Sur le blindage, un camouflage tacheté, flouté par la boue et la suie. Sur le flanc, à travers la tourbe collée, apparaissent le numéro tactique et la croix. La croix ressemble à une cicatrice noire sur l'acier gris. Gromov regarde dans le périscope, et sa gorge se dessèche. Distance, 500 mètres. Peut-être 600. Pour un tigre, ce n'est pas une distance. C'est un tir à bout portant. Son optique Zeiss permet de loger un obus dans l'embrasure d'un bunker à 1,5 km. Et le haut profil du Sherman, pour le tireur allemand, est maintenant une cible de stand de tir de la taille d'une grange. À l'intérieur de la tourelle de l'Emcha, l'air s'électrise instantanément. L'odeur de la peur devient palpable. C'est l'odeur aigre et forte de la sueur que libèrent les glandes surrénales au moment d'un danger mortel. « Tigre! Un tigre à droite !» hurle Erokin. L'obus qu'il tenait dans ses mains, une masse de 7 kg, tombe avec fracas sur le plancher du compartiment de combat. Le bruit du métal contre le métal dans l'espace clos frappe les oreilles comme un coup de feu. Le chargeur s'est plaqué contre la culasse du canon, les yeux écarquillés, les pupilles dilatées au maximum. Il voit la même chose que le commandant. Un monstre qui ne devrait pas être là. La panique est un virus. Dans une boîte en fer exiguë, elle se propage plus vite que la peste. Si on lui laisse libre cours maintenant, l'équipage se transformera en morceaux de viande avant même l'impact de l'obus. « On arrête l'hystérie !» Gromov frappe Erokin à coups de botte dans le tibia. Dur, douloureusement. C'est le seul moyen de ramener un homme de l'état animal à l'état opérationnel. Ramasse l'obus, perforant dans le canon, vitesse! Erokin couine, mais la douleur le dégrise. Ses mains, tremblant d'un petit tremblement, saisissent la douille glissante de graisse. Claquement de culasse, obus chambré. Le coin de culasse remonte avec un clic prédateur. « Paré !» expire le chargeur en essuyant la sueur de son front avec une manche sale. « Pilote, stop moteur ! Coupe le moteur !» ordonne Gromov par un interphone. « Camarade lieutenant, si on coupe, on ne redémarre plus, putain. Les batteries sont à plat. » La voix du pilote Kolyada sonne sourde, comme d'outre-tombe. « Coupe, bordel! Ils vont nous entendre !» Le moteur du Sherman tousse et se tait. Le silence tombe, dans lequel on n'entend plus que le grondement du colosse allemand qui approche. Maintenant, ils ne sont plus qu'un morceau de fer froid dans le brouillard. Une cible immobile. Gromov ne se détache pas du périscope. Le tigre tourne sa tourelle, lentement, avec une grâce mécanique. Le long canon de 8-8 décrit un arc scannant l'espace. On dirait qu'il regarde droit dans l'âme. Le trou noir du frein de bouche se fige une seconde, regardant vers leur cachette. Le cœur du commandant rate un battement. Si le tireur allemand remarque un reflet d'optique ou la silhouette non naturelle des buissons qui les camouflent, il leur reste exactement 1,5 seconde à vivre, le temps de vol de l'obus. Mais la tourelle continue son mouvement. Le canon se détourne. L'Allemand ne les voit pas. Pas encore. Le brouillard et le silence les ont sauvés pour ces instants. Le tigre est sûr de son invulnérabilité. Il avance comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, sans s'attendre à une résistance. Derrière lui, dans les déchirures du brouillard, on devine les ombres d'autres machines.
des panthères, des canons automoteurs. Toute la fine fleur de la Panzerwaffe déboule du chaudron droit sur leur Sherman solitaire. Gromov sent la chair de poule courir sur son dos. Ce n'est pas juste de la peur, c'est la prise de conscience de l'ampleur de la catastrophe. Un char moyen avec une pétoire de 75 mm contre une compagnie de chars lourds. Selon toutes les lois de la science militaire, selon tous les règlements et manuels, ils sont déjà morts. Une erreur statistique qui sera passée dans la colonne « pertes irrécupérables ». Le char allemand est dans son élément. Pour lui, cette guerre est un travail. Il écrase la terre, il rugit de son moteur, il irradie la menace par chaque centimètre carré de son blindage. Gromov voit même les rivets sur les flancs. Il voit la tsimérite, l'enduit strié contre les mines magnétiques, ressemblant à une gaufre. Ce détail rend l'ennemi effroyablement réel. Ce n'est pas une image d'un manuel d'identification, c'est 40 tonnes de morts, coulées dans le métal dans les usines de la Ruhr, et venues ici, dans les marais biélorusses, pour le tuer, lui, Viktor Gromov, et son équipage. « Commandant, qu'est-ce qu'on fait ?» Le chuchotement du tireur dans les écouteurs sonne comme un cri. « On ne les percera pas, on va juste rayer la peinture. » Gromov se tait. Il connaît la réponse. Il connaît les caractéristiques techniques. Il connaît l'épaisseur de la plaque frontale du Tigre, 100 mm d'acier trempé. Son obus, à cette distance, rebondira simplement, laissant une bosse dont les Allemands riront plus tard. Tirer maintenant, c'est un suicide. Mais il n'y a nulle part où fuir. Derrière, le marais. Faire demi-tour sur l'étroit chemin de Rondin est impossible. Ils sont piégés. Dans une souricière où vient de regarder un énorme chat gras. Le bruit des moteurs augmente. La colonne approche. Le cliquetis des chenilles devient insupportable. On dirait que les patins broient non pas la terre, mais des os. L'air tremble. L'eau dans les flaques ondule. Le Tigre passe par le travers. Maintenant, on le voit dans toute sa splendeur. Profil de prédateur, puissance anguleuse, l'arme absolue, créée pour dominer. Et contre lui, un cadeau du pré-bail, haut, au blindage fin, bourré d'essence et de 3 gars russes qui espéraient encore ce matin survivre jusqu'à la victoire. Maintenant, l'espoir fond avec le brouillard. Il ne reste que la physique nue du combat et le calcul froid, dans lequel les chances de survie tendent vers le zéro absolu. Gromov regarde dans l'oculaire du viseur, et dans sa tête cliquette un arithmomètre invisible. C'est la mathématique sèche et impitoyable de la guerre, où les variables sont des millimètres d'acier et des mètres par seconde. Et le résultat de l'équation est toujours le même. Vie ou mort. Données. Distance. 500 mètres. Cible. Projection frontale d'un char lourd Tigre. Arme. Canon américain de 75 mm M3. Solution. 0. Gromov connaît la table de pénétration par cœur, mieux que le Notre Père. À 500 mètres, son obus perforant standard M61 est capable de percer environ 60, maximum 70 mm de blindage homogène. Le Tigre a 100 mm d'acier Krupp de première classe à l'avant. Ce n'est pas juste du blindage, c'est un monolithe. Une porte de coffre-fort derrière laquelle l'équipage allemand se sent comme dans un bunker. Tirer maintenant, c'est simplement frapper à cette porte. L'obus perforant frappera la plaque verticale, ricochera vers le ciel avec un hurlement, ou pire, se désintégrera simplement en poussière métallique, ne laissant qu'une tache de brûlure sur le blindage allemand. C'est comme jeter des pierres sur un coffre-fort. On ne trompe pas la physique.
L'énergie cinétique de l'obus tiré du canon court du Sherman ne suffira simplement pas à briser la structure moléculaire de la protection allemande. Mais les lois de la physique ont aussi un revers. Si l'obus de Gromov est une piqûre de moustique pour l'Allemand, la riposte du Hart comme à Hart, 88 mm, sera fatale pour le Sherman. Le lieutenant reporte son regard sur l'intérieur de la tourelle. Son char, le M4A2, est une excellente machine pour les marches, pour les percées sur les arrières, pour le soutien d'infanterie. Il a une suspension souple, une radio chic, un gyrostabilisateur. Mais en situation de duel, le Sherman est un tombeau collectif sur chenille. Il est trop haut, presque 3 mètres du sol à la coupole du commandant. Dans ce brouillard plat, collé à l'eau, l'Emcha dépasse comme un clocher. Un profil haut, c'est la mort. Le tireur allemand n'a même pas besoin de viser particulièrement. La silhouette du char américain remplit le viseur comme une cible pour débutants. Le blindage de Gromov lui-même, 51 mm incliné, en 42, ça suffisait. En juin 44, face au canon long de la Wehrmacht, c'est du papier d'aluminium. L'obus allemand percera la plaque frontale, traversera le compartiment de combat, transformant l'équipage en hachis, percera la cloison moteur et ressortira par l'arrière en défonçant le moteur. Gromov sent le plancher vibrer sous ses pieds. Les diesels du Tigre tournent avec assurance, puissamment. Cette assurance le rend furieux. L'Allemand sait qu'il est invulnérable. Il marche sur une terre étrangère en maître, parce que les ingénieurs de Henschel lui ont donné ce droit en le cuirassant de 100 mm d'acier. Le règlement des troupes blindées de l'armée rouge définit clairement les actions dans une telle situation. Point 1. Utiliser les plis du terrain. Point 2. Faire feu à distance maximale en utilisant l'avantage de la manœuvre. Point 3. En cas d'impossibilité de percer le blindage frontal, se replier ou appeler l'artillerie. Gromov froisse mentalement les pages du règlement et les jette dans l'huile bouillante. Il n'y a pas de pli de terrain, il y a un marais plat comme une table. Le feu à distance est inutile. La manœuvre est impossible. Un pas à gauche ou à droite du chemin de Rondin signifie la noyade. Se replier, nulle part. Le règlement est écrit avec du sang, c'est vrai. Mais là, suivre le règlement signifie une mort garantie, sans résultat. S'il tire de 500 mètres, le traçant indiquera sa position aux Allemands. La tourelle du Tigre pivotera de quelques degrés, un éclair suivra, et 1 seconde et demie plus tard, le Sherman se transformera en bûcher funéraire. Les vapeurs d'essence dans les réservoirs s'enflammeront instantanément. L'équipage n'aura même pas le temps de comprendre qu'il est mort. Un nom surgit dans sa tête. Kovalev. Un as des chars dont on chuchotait le nom dans les fumoirs des hôpitaux. Le syndrome de Kovalev. Ce n'est pas un diagnostic, c'est une tactique du désespoir. La violation de toutes les instructions pour une seule et unique chance. La réduction consciente de la distance. L'entrée dans la zone de mort. Kovalev enseignait. Si tu ne peux pas percer l'ennemi de loin, approche-toi de lui au contact. Deviens son ombre. Fais-le devenir nerveux. Transforme le duel d'artillerie en bagarre au couteau dans une cabine téléphonique. Là, à distance de tir à bout portant, les valeurs des tables de pénétration cessent de fonctionner. Là, seule fonctionne la rage et la physique des charges limites. Gromov regarde la nuque du tireur. Le sergent s'est agrippé au volant de visée si fort que ses doigts sont blancs. Son dos est tendu comme une corde. Il attend l'ordre « Feu ». Il est prêt à appuyer sur la pédale de tir et à envoyer une masse inutile dans le front du monstre allemand. Juste pour libérer la tension, pour faire au moins quelque chose avant de mourir. Mais Gromov se tait. Ne pas tirer,
chuchote-t-il. Tout le monde se fige. Le règlement exige d'ouvrir le feu. La logique exige de fuir. L'instinct de conservation hurle de toute sa force. Mais le calcul d'officier, froid et cynique, dit autre chose. La seule chance de percer le Tigre avec ce canon, c'est une distance de 200 mètres, ou mieux, 100, de flanc, à angle droit, seulement comme ça. Cela signifie qu'ils doivent ramper à découvert, sous le nez de toute la colonne allemande, encore 300 mètres. 300 mètres sur un chemin instable, dans un char haut et visible, bourré d'essence et d'obus. C'est de la folie. C'est la cour martiale. S'ils survivent, l'officier du renseignement demandera « Pourquoi le lieutenant Gromov a-t-il exposé la technique confiée à un risque injustifié ?» Mais l'alternative à la cour martiale, c'est de brûler ici et maintenant, sans même avoir égratigné la peau allemande. Gromov essuie de sa paume la sueur qui lui inonde les yeux. Une sueur salée, âcre. Il fait étouffant à l'intérieur du char, comme dans un sauna, mais il frissonne. Il évalue le Sherman non comme une machine, mais comme un outil. Qu'est-ce qu'ils ont? Le canon est faible, le blindage est fin, mais il y a le moteur. 2 diesels GM jumelés. Sur cette modification, heureusement, ce sont des diesels, bien que le risque d'incendie de l'hydraulique et des munitions soit toujours là. Mais ce n'est quand même pas de l'essence, comme sur les premières versions, bien que l'équipage ait par habitude peur brûler comme des cierges. Le moteur est fiable. Il ne cale pas à bas régime. Il tracte. Il y a les chenilles avec charnière caoutchouc-métal. Elles sont plus silencieuses que les patins cliquetants des T-34. Le Sherman sait se faufiler. Et il y a le brouillard. Le brouillard est leur armure. C'est leur camouflage. Le Tigre est aveugle. Son optique est magnifique aux longues distances, mais dans ce lait, elle est inutile. Les commandants allemands sont assis sous leur blindage. Ils ont peur des snipers, peur des partisans. Ils regardent par les fentes étroites des épiscopes qui limitent la vue à un secteur étroit. Le Sherman a des périscopes plus larges. La vue est meilleure. Gromov prend sa décision. Il sent le poids de la responsabilité tomber sur ses épaules comme une dalle de béton. Il s'apprête à violer l'ordre. Il ne tiendra pas la défense sur la ligne. Il va passer à l'attaque. Seul contre une compagnie. Ce n'est pas de l'héroïsme. L'héroïsme, ce sont de beaux mots pour le journal L'Étoile rouge. Ici, dans le Marais, c'est le calcul froid d'un condamné à mort qui a décidé de vendre sa vie au cours le plus élevé possible. « Équipage, à mes ordres !» La voix de Gromov sonne avec un timbre étranger, métallique. « Ne pas ouvrir le feu. Enlevez la sûreté. Chargeur, prépare 3 perforants. Ne les fais pas tomber au sol. » Il fait une pause, écoutant le grondement des moteurs allemands. « On ne tirera pas d'ici. On va aller leur rendre visite. » Un silence s'installe dans la tourelle, plus dense que le brouillard dehors. L'équipage digère ce qu'il vient d'entendre. Aller au contact avec un tigre, dans cette ferraille. Mais dans les yeux de Gromov, il n'y a pas de folie. Il n'y a que le froid glacial des chiffres. 100 mm, moins 75 mm de pénétration, égale la mort. 200 mètres de distance plus projection latérale, égale une chance. L'équation ne se résout qu'en un seul point. Et ce point se trouve juste devant la gueule du canon allemand. L'obus qui repose dans la culasse n'est qu'un morceau d'acier de 6 kg. En lui-même, il est mort. Pour qu'il prenne vie et tue l'ennemi, il faut y mettre non seulement la charge de poudre, mais aussi la volonté de l'équipage de s'approcher à distance de frappe. Gromov comprend. Maintenant, ils cessent d'être des soldats de l'armée régulière. Maintenant, ils deviennent des chasseurs solitaires. Et leur proie
est 10 fois plus forte qu'eux. L'impasse technique ne se surmonte que par le facteur humain, par un risque extrême. Le cliquetis des chenilles du tigre devient plus fort. Il est déjà tout prêt. Le temps de la réflexion est écoulé. Il ne reste que le temps de l'action. « Kolyada, démarre !» La voix de Gromov sonne bas, presque intime. Mais dans l'espace étroit de la tourelle, elle couvre la respiration de 3 hommes. Mais ne t'avise pas d'accélérer. Si tu rugis, je te descends personnellement. Au ralenti, en chuchotant, l'ordre du commandant contredit tout ce qu'on a appris à l'instruction et tout ce que suggère l'instinct de conservation. Quand tu vois un tigre, l'instinct hurle, frappe ou fuit. Mais Gromov ordonne de faire une 3e chose. Se faufiler. Aller au contact. C'est contre nature. C'est comme essayer de caresser un chien enragé qui ne vous voit pas. L'adjudant Kolyada, ancien practoriste dont les mains sont habituées au levier grossier des engins de kolkhoz, travaille maintenant avec la précision d'orfèvre d'un chirurgien. Il comprend la mission. Le Sherman doit devenir un fantôme. Le doigt enfonce le bouton du démarreur. Le moteur électrique lance le volant. Une seconde de sifflement qui glace le sang de l'équipage et les diesels prennent. Le son du moteur semble assourdissant. À l'intérieur du char, il remplit tout l'espace, vibre dans les tympans. On dirait que ce vacarme s'entend jusqu'à Berlin. L'équipage rentre la tête dans les épaules, attendant le coup instantané du calibre 88. Mais pas de coup. Dehors, derrière le blindage, ce son se noie dans le rugissement de basse de la colonne allemande. Une douzaine de moteurs lourds Maybach, passant à un demi-kilomètre, créent un écran sonore idéal. Les Allemands couvrent eux-mêmes le bruit de leur mort. « En avant !» ordonne Gromov. « Première vitesse !» en douceur. Le char tressaille. Les embrayages prennent souplement. La transmission américaine est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui pardonne les erreurs. Mais maintenant, il ne peut y avoir d'erreur. Les chenilles à charnière caoutchouc-métal, les pattes de velours comme on les appelait au régiment, tournent. Elles ne cliquettent pas comme les patins tout métal des T-34. Le caoutchouc absorbe le bruit de l'impact sur le sol. L'Emcha quitte les rondins pour la boue liquide. Ils avancent en parallèle. C'est un oxymore tactique. Au lieu d'augmenter la distance, augmentant les chances de survie grâce à l'imprécision de l'ennemi, ils la réduisent. Gromov mène la machine dans la zone morte du brouillard. Le secteur de vision des épiscopes allemands est limité. Si l'on reste un peu sur le côté et qu'on se rapproche constamment, il y a une chance de rester dans l'angle mort de la vision périphérique. 350 mètres, note Gromov en regardant l'échelle du télémètre. Le char rampe, vitesse 5 km à l'heure. C'est la vitesse d'un piéton marchant à l'échafaud. Le pilote conduit la machine au toucher. Il sent le marais à travers les leviers. Il sent où le sol tient et où, sous la mousse, se cache le fond sans fond. Un faux mouvement et les 30 tonnes d'acier américain gîteront. Le haut profil du Sherman jouera un mauvais tour. Le centre de gravité est haut. Le renversement sur un tel sol est une question de secondes. S'ils s'embourbent maintenant, ils deviendront simplement une cible. Une cible immobile et pathétique à distance de tir direct. 300 mètres. La terre tremble. Maintenant, la vibration des chars allemands se transmet non seulement par l'air, mais aussi par le sol. Le Sherman tremble comme s'il avait la fièvre. Dans le viseur, des ombres défilent. Des fantômes gris et anguleux flottent dans les déchirures du brouillard sur tribord. C'est la folie de la manœuvre. Du point de vue tactique, ils commettent un suicide. Mais du point de vue de la physique de la pénétration,
Ils entrent dans la zone efficace. Gromov comprend. Il échange sa vie contre l'énergie cinétique de l'obus. Plus il s'approchera, plus il enfoncera de joules d'énergie dans le flanc allemand. Chaque mètre de rapprochement se paie en cellules nerveuses de l'équipage. À l'intérieur de la tourelle, personne ne respire. On n'entend que le bourdonnement poussif de la transmission et le grincement des mécanismes de rotation. « Commandant, ils vont nous voir », chuchote le radiomitrailleur, assis en bas, à côté du conducteur. Dans sa voix, une supplique. Il ne voit pas le champ de bataille. Il regarde la plaque de blindage aveugle devant lui et n'entend que le rugissement de l'ennemi. Sa peur est la plus terrible. La peur de l'aveugle. « Silence !» coupe Gromov. « Kolyada, prends plus à gauche, dans le creux. » Il plonge dans une bande de brouillard plus épais. La visibilité tombe à 10 mètres. Maintenant, ils avancent aux instruments et à l'intuition. Gromov s'oriente au son. Le rugissement des tigres à droite sert de phare. Distance 250 mètres. Ce n'est déjà plus un duel d'artillerie. C'est une distance de tir au pistolet pour des canons de char. À une telle distance, l'obus vole moins d'une demi-seconde. À une telle distance, il n'y a pas de ricochet si l'angle d'impact est proche de la perpendiculaire. À une telle distance, le blindage est défoncé comme une coquille d'œuf. Gromov se sent comme un funambule marchant au-dessus d'un gouffre sans assurance. Chaque mètre en avant est un pas dans la gueule de la bête. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Impossible de faire demi-tour. On exposerait l'arrière. Impossible de s'arrêter. On serait repéré. Seulement en avant, droit dans la fournaise, au flanc du Léviathan. Les mains du pilote sont mouillées de sueur. Les leviers glissent. Kolyada essuie ses paumes sur son pantalon sans lâcher les commandes, changeant de main tour à tour. Son visage est un masque gris de tension. Il n'est pas tractoriste maintenant. Il est pianiste, jouant un requiem. Il doit conduire le monstre de 30 tonnes de façon à ce qu'aucune branche ne craque, que le moteur ne tousse pas, que la chenille ne fasse pas un bruit de succion trop fort. 200 mètres, chuchote Gromov. C'est la distance du tir à bout portant. De cette distance, on voit les rivets sur le blindage ennemi. On voit la boue sur les galets. On voit la coupole du commandant tourner sur le Tigre. Le commandant allemand regarde sans doute la carpe en ce moment, ou boit un ersatz de café dans un thermos, sûr de sa sécurité. Il ne sait pas qu'à 200 mètres de lui, dans le brouillard humide, sa mort rôde. La mort avec une étoile blanche sur le blindage et un équipage russe à l'intérieur. Gromov évalue l'angle. Ils arrivent sur le flanc. La colonne allemande s'est étirée. Le Tigre est en tête, derrière lui, à 50 mètres, un panthère. Les flancs sont ouverts. Le brouillard cache le Sherman, mais il suffit d'un tir et l'éclair déchirera la brume, livrant leur position. Après le premier tir, ils vivront exactement le temps qu'il faut à la tourelle du Tigre pour pivoter de 90 degrés. 10 secondes 15 C'est le prix de leur vie. 15 secondes pour faire le travail. « Stop !» expire Gromov. Le Sherman se fige, oscillant doucement sur sa suspension. Le moteur passe au ralenti, bruissant à peine. Maintenant, ils ne sont pas un char. Ils sont une embuscade. À droite, dans une déchirure de la bouillie blanchâtre, flotte l'énorme flanc plat du Tigre. 80 mm de blindage vertical, à angle droit. C'est la cible idéale. Le rêve de l'artilleur. Mais les mains de Gromov tremblent. Pas de peur, mais de l'adrénaline qui frappe le sang comme de l'eau bouillante. La décision est prise. Ils se sont approchés. Ils ont fait l'impossible. Se faufiler vers un Tigre à distance de pistolet.
Maintenant commence le plus terrible. Maintenant, il faut appuyer sur la détente et ouvrir les portes de l'enfer. Le brouillard autour semble dense comme du coton. Il étouffe les sons, mais il ne peut étouffer le battement de cœur qui, semble-t-il, résonne dans les plaques de blindage. Gromov regarde le profil du char allemand. Il voit l'endroit où il faut frapper. Le râtelier à munitions, juste derrière la tourelle, dans le logement au-dessus des chenilles. Si on touche là, le tigre perdra la tête. Si on rate d'un demi-mètre plus bas, l'obus partira dans le train de roulement, cassera un galet, mais le chat restera vivant et tournera son canon. Pas le droit à l'erreur. La seconde s'étire en éternité. Gromov sent le temps se comprimer. L'espace s'est rétréci au réticule du viseur et au flanc gris avec la croix noire. Tout le reste a cessé d'exister. Il n'y a ni marais, ni guerre, ni Russie. Il n'y a que cette croix, ce brouillard et ce doigt sur le bouton de mise à feu électrique. À l'intérieur de la tourelle du Sherman, le temps s'épaissit en une boule noire et collante. Dehors, le brouillard et le rugissement des moteurs allemands. Dedans, le silence, troublé seulement par la respiration sifflante de 4 hommes et le bourdonnement à peine audible du gyroscope. Mais ce silence est trompeur. C'est le silence avant la détonation. Les nerfs sont tendus à faire vibrer l'air. L'équipage est assis dans une boîte en fer, entourée de munitions et de réservoirs de carburant, à 200 mètres d'une mort certaine. La psychologie du tankiste est une chose fragile. Elle tient sur l'illusion du blindage. Tant que tu crois que l'acier te protège, tu es combatif. Mais quand tu comprends que ton blindage pour l'ennemi n'est que du papier, l'illusion s'effondre. Et alors vient la terreur animale, primitive. Le chargeur, le sergent Erokin, craque le premier. Il regarde dans son épiscope. Il voit le mur gris du flanc allemand. Il voit la croix qui remplit tout le champ de vision. Cette croix n'est pas un symbole, c'est une sentence. Erokin comprend. Ils se sont trop approchés. Ils sont dans une zone où la survie est statistiquement impossible. « Commandant !» La voix d'Erokin dans le casque sonne étrange. Ce n'est pas la voix d'un soldat. C'est le glapissement d'une bête traquée. « Commandant, il faut partir. » Gromov ne se retourne pas. Il tient la cible. « Négatif !» lâche-t-il sèchement. « Vitia, tu ne vois pas ?» Erokin se met à crier, oubliant la subordination. « C'est un tigre. Il va nous brûler. On est comme sur un plateau. On va crever ici pour rien. » Dans l'espace étroit de la tourelle, l'hystérie s'enflamme instantanément, comme des vapeurs d'essence. La panique est contagieuse. Le tireur tressaille, sa main a un spasme sur le volant de hausse. Le canon pique du nez à peine perceptiblement. Le pilote en bas commence à s'agiter et le char répond par un léger tremblement, risquant de trahir leur position par un grincement de suspension. Erokin jette l'obus dans le râtelier de première urgence. Ses mains tremblent. Son visage luit de sueur, ses yeux courent partout dans la tourelle, cherchant une sortie. Il regarde l'écoutille. L'instinct de conservation lui hurle à l'oreille. Fuis, ouvre l'écoutille et cours dans le marais. Là, dans la boue, il y a une chance. Ici, dans ce piège d'acier, il n'y en a aucune. « Arrière! Fais marche arrière !» hurle le chargeur. Il attrape Gromov par l'épaule, essayant de le tourner vers lui. « Tu vas tous nous faire tuer. C'est la cour martiale. C'est un suicide !» Gromov se détache lentement du viseur. Il retire sa main de la commande de rotation de la tourelle, se tourne vers le chargeur. Dans la pénombre du compartiment de combat, le visage du lieutenant semble taillé dans la pierre. Ni colère, ni peur. Seulement une fatigue mortelle et une détermination froide. « Lâche-moi »
dit-il doucement. Mais Erokin n'entend pas. Il est submergé. La tempête d'adrénaline a déconnecté son cortex cérébral. Devant ses yeux, seulement l'image d'un char en feu qu'il a vu des dizaines de fois. La fumée noire, les cris des camarades, l'odeur de viande grillée. Il ne veut pas brûler. C'est un jeune gars de la région de Vologda. Il veut vivre. Il veut voir sa mère. Il veut respirer un air où il n'y a pas d'odeur de brûlé. « Je ne le ferai pas. Je ne tirerai pas. » Erokin se plaque le dos contre la culasse, se couvrant la tête de ses mains. « On part! Koliada, marche arrière !» Le pilote en bas hésite. Le levier tremble. Le Sherman oscille vers l'arrière. C'est la fin. Encore une seconde, et l'équipage se transformera en un troupeau incontrôlable. Koliada tirera sur l'embrayage, le moteur rugira, l'Allemand entendra, la tourelle du Tigre tournera, et tout finira par un éclair. La démocratie dans un char, c'est la mort. Ici, une seule volonté doit fonctionner. Gromov fait la seule chose qui peut sauver la situation. Il détache son laryngophone, fait un pas dans l'étroitesse de la tourelle et frappe Erokin à la mâchoire de toutes ses forces. Le coup est sourd, lourd. La tête du chargeur part en arrière, son casque glisse de côté. Erokin se cogne la nuque contre l'anneau de tourelle et se tait, cherchant son air. Dans ses yeux, du trouble et de l'incompréhension. Un silence vibrant s'installe dans la tourelle. On entend seulement le sang battre aux tempes et le tireur sangloter. Gromov se penche vers le chargeur, l'attrape par le col, le tire vers lui. Leurs visages sont à quelques centimètres. Gromov parle vite, clairement, enfonçant chaque mot comme un clou. « Écoute-moi, salopard. On est déjà mort. Tu as compris? On est mort il y a 5 minutes quand on est entré dans ce marais. On n'existe plus. » Erokin cligne des yeux. La douleur dans la mâchoire le ramène à la réalité. « Si on court maintenant, » continue Gromov, sans desserrer l'étreinte, « il nous fusille dans le dos. Le Tigre va se retourner et nous mettre un obus dans le moteur. Tu brûleras vif, mais tu crèveras comme un lâche. Avec la honte. » Gromov secoue le sergent. « Mais si on reste, si on accepte le combat, on les emmène avec nous. On transforme leur parade en enfer. On crèvera, mais eux aussi. Tu m'as compris, soldat ?» Erokin regarde dans les yeux du commandant. Il n'y voit pas de folie. Il y voit la vérité. La vérité cruelle et simple de la guerre. Il n'y a pas d'espoir, pas de salut. Il n'y a que le choix. Mourir comme un rat en fuite ou mourir comme un loup qui mord. À ce moment, une métamorphose se produit dans la tourelle. Une rupture psychologique. La peur grille comme un fusible lors d'une surtension. Quand on accepte l'inévitabilité de la mort, la peur disparaît. Il ne reste que la fonction. Il ne reste que le travail. Le chargeur hoche la tête. Il essuie le sang de sa lèvre fendue du revers de la main. Ses mains cessent de trembler. Son regard devient vide, vitreux, mais ferme. C'est le regard d'un mort qui n'a plus rien à perdre. « Compris, commandant » râle-t-il. « Mes excuses. »« Au poste !» le lâche Gromov. « Obus dans la culasse !» Erokin ramasse le perforant au sol. La lourde masse se loge dans ses mains habituées, confortablement. Clic, bruit de culasse. Le son du coin qui se ferme sonne comme un point final à une sentence. L'équipage est redevenu un organisme unique. Il n'y a plus d'humains avec leurs peurs, leurs lettres de la maison et leurs projets d'après-guerre. Il n'y a que des fonctions. Commandant, tireur, chargeur,
mécaniciens conducteurs, des appendices biologiques au mécanisme. Tireur, cible. La voix de Gromov dans les ondes est de nouveau calme et froide, comme le métal. Cible en vue. Flanc. Distance 200. Pilote, tire la machine. Ne respire plus. Maintenant, il n'y a plus de peur. Il y a une excitation froide et méchante. Ils se tiennent dans l'ombre de la mort, et la mort regarde ailleurs. Cela leur donne droit au premier coup. Un droit acheté au prix de l'hystérie et d'un visage cassé. Gromov sent le plancher vibrer. Ce n'est plus juste la vibration du moteur, c'est le tremblement du destin lui-même. Dans 1 minute, ce sera l'enfer ici. Mais ce sera leur enfer. Ils l'auront allumé. L'odeur d'huile brûlée et de sueur humaine dans la tourelle se mélange au goût métallique du sang. C'est l'odeur de la guerre. La vraie, sans fioriture. Une guerre où l'héroïsme n'est pas une belle pose sur une affiche, mais la capacité à réprimer l'instinct de conservation et à faire son travail, sachant qu'on ne rentrera pas à la maison. Gromov se colle à l'oculaire. La croix sur le flanc du tigre est encore plus proche. Maintenant, elle ne fait plus peur. Maintenant, elle attire. C'est le point de visée. Tout le superflu est coupé. Il ne reste que la physique. Masse de l'obus, vitesse initiale, épaisseur du blindage. Et la haine. Une haine pure, distillée, qui chasse le sang dans les veines plus vite que n'importe quelle pompe à essence. « Parez au combat !» rapporte Erokin. Voix égale. Morte. « Attendre !» chuchote Gromov. « Attendre qu'il s'expose bien. » Les secondes tombent dans l'éternité, lourdes comme des gouttes de plomb. Le Sherman ne roule plus. Il rampe. 30 tonnes de métal américain glissent sur la surface instable du marais avec la grâce d'un prédateur ayant senti le sang. Les chenilles caoutchouc-métal, ce que les ingénieurs de Détroit ont inventé de mieux pour la furtivité, passent doucement sur les bosses, écrasant la mousse et les buissons chétifs. Pas de cliquetis, pas de grincement. Seulement la respiration lourde et forcée des moteurs tournant au régime minimum et le clapotis de la boue pressée sous les galets. Gromov ne respire pas. On dirait que même le battement de son cœur pourrait maintenant couvrir le bruit de la colonne allemande et trahir leur présence. Il est collé à l'oculaire du périscope de commandement. Le verre est embué sur les bords, mais le centre est clair. Et dans ce centre se déroule une scène qui glace le sang, le transformant en glace pilée. Le brouillard s'écarte, pas entièrement, mais par couches, ouvrant des fenêtres de visibilité. Dans l'une de ces fenêtres, à seulement 200 mètres, flotte le flanc du tigre. De cette distance, le char ne ressemble plus à une machine à tuer sans visage. Il se couvre de détails effrayants. Gromov voit tout. Il voit la surface striée de la tsimmerite, l'enduit spécial antimagnétique, ressemblant à une gaufre dont les Allemands recouvrent les plaques verticales. Il voit la boue séchée sur les boulons de fixation des jupes latérales. Il voit les éraflures sur la peinture grise, laissée par des branches quelque part près de Minsk. Il voit la suie autour des pots d'échappement. L'ennemi est insouciant. C'est le spectacle le plus terrible et le plus étrange. Les Allemands se sentent en sécurité absolue. L'écoutille de la coupole du commandant du Tigre est ouverte. Une tête en calot noir en dépasse. Un officier de la Wehrmacht. Il ne regarde pas le marais. Il regarde devant, vers la route, ou vérifie sa carte. Une cigarette aux lèvres. La fumée monte paresseusement vers le haut, se mélangeant au brouillard. Cet officier allemand n'est maintenant séparé de la mort que par une fine cloison de temps et la volonté d'un lieutenant russe. 200 mètres, chuchote le tireur.
Sa voix est sèche, bruissante comme des feuilles mortes. Je vois la croix. Je vois clairement la croix. Dans le viseur du tireur, la croix noire à barre, la Balkenkreuz, occupe tout le champ de vision. Elle est peinte pile au centre du flanc, juste au-dessus du garde-boue de chenille. Ironie du sort, les Allemands ont eux-mêmes marqué l'endroit de leur perte. Juste derrière cette croix, à l'intérieur du ventre blindé, se trouvent les râteliers d'obus de 88 mm. C'est le point sensible du géant, le talon d'Achille. Si on perce le blindage ici, la détonation des munitions dispersera le monstre de 57 tonnes en atomes. Mais on ne peut pas tirer. L'angle d'impact de l'obus avec le blindage est d'environ 70 degrés. C'est un risque. Un ricochet à cette distance est peu probable, mais possible. L'obus perforant américain M61 à coiffe balistique est capricieux. S'il frappe sous un angle aigu, il peut simplement glisser sur l'azimérite, laissant un sillon, et partir dans le ciel. Il faut un angle droit, 90 degrés. Une rencontre perpendiculaire idéale. Ce n'est qu'alors que toute l'énergie cinétique, tous les joules accumulés par la charge de poudre iront dans la rupture de l'acier, et non dans le hurlement d'un ricochet. « Attendre !» ordonne Gromov. Il sent la sueur lui inonder les yeux, piquer les paupières, mais il a peur de cligner. Qu'il pivote encore un peu. Le tigre rampe lentement sur le chemin, contournant un groupe de pins. Pour revenir sur le cap, le pilote allemand doit braquer légèrement à gauche, exposant son flanc parfaitement droit. C'est la géométrie de la mort. Gromov n'est plus un officier, ni un homme. Il est une machine à calculer. Il calcule les vecteurs de mouvement de 2 boîtes d'acier dans un espace tridimensionnel. À l'intérieur du Sherman règne un silence vibrant. Le moteur électrique de rotation de la tourelle est coupé pour ne pas bourdonner. Le tireur tourne le volant à la main. Les dents des engrenages s'engagent avec un clic doux et huileux qui semble être un vacarme. Le canon M3 rampe millimètre par millimètre en suivant la cible. La main du tireur repose sur la poignée de tir. L'index tremble au-dessus du bouton de mise à feu électrique. Le solénoïde. Une simple bobine électrique qui, à la pression, enverra une impulsion et libérera le percuteur. Entre la vie et la mort, un espace de 2 mm de course de bouton. Le tireur respire lourdement, avec un râle. L'air entre en sifflant dans les poumons et en ressort saturé de gaz carbonique et de peur. « Calme ta respiration », chuchote Gromov. « Tire à l'expiration, comme au stand. » Dans l'oculaire de l'optique, le tigre est énorme. Il cache le monde entier. On dirait que si l'on tendait la main, on pourrait toucher son blindage froid et humide. On voit les barbotins des chenilles tourner, broyant la boue. On voit l'antenne trembler. On voit le commandant allemand secouer la cendre de sa cigarette. Ce geste, secouer la cendre, provoque chez Gromov une montée de rage froide. Ils sont venus ici pour tuer, mais se comportent comme des touristes en safari. Ils pensent que le marais n'est que de la boue. Ils ne savent pas que le marais est une embuscade. Le tigre commence sa manœuvre. La chenille gauche ralentit, la droite accélère. Le corps du char pivote. L'angle change. 80 degrés. 85. Le flanc devient un mur plat et uni. Une cible parfaite. Maintenant, expire Gromov. Le temps s'arrête. L'aiguille des secondes sur la montre se fige. Les sons disparaissent. Plus de rugissements de moteur, plus de clapotis de marais. Il n'y a que le réticule du viseur posé sur la croix noire. La pupille noire du canon de 75 mm regarde droit dans le cœur de la machine allemande.
Distance 180 mètres. Impossible de manquer. C'est le moment de vérité, le point de non-retour. Dès que le circuit du solénoïde se fermera, leur sort sera scellé. Soit ils brûlent ce tigre et sèment le chaos, soit ils meurent dans 10 secondes. Les muscles du tireur se pétrifient. Il cesse de respirer. Le monde entier se réduit à la taille de la marque de visée. Le doigt commence à presser la gâchette, lentement, doucement, absorbant la course libre. Gromov voit le dos du tireur se tendre. Il connaît cette sensation, la sensation de pouvoir sur le métal, la sensation quand on libère le génie de la bouteille. L'obus demande déjà à sortir. L'amorce attend le choc du percuteur. La poudre dans la douille est prête à se transformer en tempête de feu. Le commandant allemand dans l'écoutille tourne la tête. Il semble avoir remarqué quelque chose. Peut-être un reflet d'optique, peut-être une ombre non naturelle dans les buissons. Son visage change. La décontraction disparaît, la bouche s'ouvre pour un cri ou un ordre. La cigarette tombe. Il a vu. Mais c'est déjà trop tard. La physiologie reprend ses droits. Les réflexes agissent plus vite que la pensée. Le doigt du tireur enfonce les derniers millimètres. Le contact se ferme. Le silence explose. Feu! Le cri de Gromov se noie dans le fracas. Le canon M3 aboie sèchement et méchamment. Ce n'est pas le grondement long et roulant de nos busiers. C'est un coup de fouet sec et cinglant qui bouche les oreilles, même dans le casque. La culasse du canon recule violemment vers le fond de la tourelle, sur le recul. La massive pièce d'acier s'arrête à quelques centimètres de la protection, éjectant avec fracas une douille fumante. Le cylindre de laiton tombe au sol avec un tintement lourd et résonnant. De la culasse ouverte s'échappe un nuage gris de fumée de poudre. Amer, âcre, il remplit instantanément les poumons, chassant l'oxygène. L'obus M61 à coiffe balistique franchit les 180 mètres en 0,3 secondes. L'œil n'a pas le temps de fixer la trajectoire. Impact. À travers l'optique, Gromov voit une fleur de feu éclore sur le flanc du tigre, pile au centre de la croix noire. Des étincelles s'envolent en éventail. Le blindage n'a pas tenu. À cette distance, à angle droit, la physique est impitoyable. La masse d'acier a défoncé les 80 mm d'acier sémenté comme du papier et a fait irruption à l'intérieur du compartiment de combat. Des éclats de blindage chauffés à blanc et les restes de l'obus ont frappé le râtelier de munitions. Détonation. Ce n'est pas une explosion, c'est une éruption volcanique. 57 tonnes de fierté allemande sautent sur place. La tourelle de plusieurs tonnes du Tigre s'arrache de l'anneau. Propulsée par une pression monstrueuse de l'intérieur, fait un salto dans les airs et s'écrase avec fracas dans le marais à côté du châssis. Des entrailles du char jaillit une colonne de flammes rugissantes, haute comme un immeuble de 3 étages. Le commandant du Tigre, celui avec la cigarette, a disparu, vaporisé. Ces molécules se sont mélangées à la cordite en feu. « Au but !» hurle Gromov, couvrant le bruit de l'incendie. « Erokin, au but !» Le chargeur n'est plus un homme, il est une fonction. Le gars qui gémissait de peur il y a 1 minute a disparu. Il reste un automate de chargement de chair et de sang. Ses mains travaillent plus vite que la pensée. Il saisit une nouvelle munition dans le râtelier. Lourde, glissante de graisse. Rotation du corps. Coup de paume au culot de la douille, l'enfonçant dans la culasse. Claquement du coin de culasse. Ce son est le plus agréable à la guerre. Le son de la disposition à continuer de tuer. « Parez !» râle Erokin.
Cible, la deuxième! Panthère, gauche 10, ordonne Gromov. La colonne allemande est sous le choc. La machine de tête est détruite en une fraction de seconde. Ils sont aveuglés par l'éclair de l'explosion. Dans le brouillard, le chaos commence. Les machines arrière percutent celles de devant. Quelqu'un essaie de sortir du chemin de rondin et s'embourbe aussitôt, posant le ventre sur le sol. Il ne voit pas d'où la mort est arrivée. L'écho du tir rebondit dans le brouillard, trompant l'oreille. Ils ont l'impression qu'on tire de tous les côtés. Le tireur tourne la tourelle. L'hydraulique bourdonne à la limite. La commande électrique Westinghouse, fierté des ingénieurs américains, tient l'horizon. Le Sherman tressaille à cause des explosions proches. Les Allemands ont commencé à tirer à l'aveugle, au son. Mais le canon reste immobile. Le stabilisateur gyroscopique compense le roulis. C'est l'avantage que les Allemands n'ont pas. Pour tirer précisément, le Panthère doit s'arrêter et amortir les oscillations. Le Sherman n'a pas besoin de s'arrêter. Dans le viseur, le flanc du Panthère. Blindage incliné? Pas ici. Son flanc est droit et fin, seulement 45 mm. Pour un canon de 75 mm, c'est du carton. Feu! Nouveau coup, nouveau recul, nouveau tintement de douille sur le sol. Le plancher de la tourelle est déjà jonché de laiton. Ça glisse sous les pieds. On étouffe. Le ventilateur hurle à la mort, essayant d'aspirer les gaz de poudre, mais en vain. Les yeux pleurent, la gorge gratte. L'équipage travaille dans une chambre à gaz. L'obus frappe le Panthère dans le compartiment moteur. Pas d'éclair, mais une épaisse fumée noire s'échappe de l'arrière. Conduite de carburant coupée. L'essence en feu inonde la transmission. L'équipage commence à sauter des écoutilles. Des silhouettes noires, en feu, tombent dans la boue du marais. « Explosif! Sur l'infanterie !» hurle Gromov. « Non! Annulé! Perforant !» Le troisième char pivote. La troisième machine dans la colonne est un canon automoteur Stug. Bas, trapu, sans tourelle. Il est dangereux. Il n'a pas besoin de tourner une tourelle. Il pivote avec tout le corps. Et il voit déjà les éclairs des tirs du Sherman. Son front fait 80 mm. Son canon les regarde droit dessus. « Plus vite, Héroquine! Plus vite, bordel de merde !» Gromov frappe du poing sur la protection du canon. La seconde s'étire en éternité. Gromov voit le canon de l'automoteur allemand s'aligner sur eux. Il regarde cet œil noir et comprend. Ils sont en retard. Des fractions de secondes décident de tout. Le chargeur s'arrache les ongles, extrayant l'obus du râtelier trop serré au sol. Le sang se mélange à l'huile sur la douille. Un arraché, un coup, la culasse claque. Prêt! Feu! 2 tirs résonnent presque simultanément. Le Sherman recule sous le coup. Au même instant, un tourbillon sifflant passe au-dessus de la tourelle. L'obus du Stug passe à quelques centimètres du périscope du commandant. L'onde de choc frappe les oreilles comme une masse. L'antenne est fauchée nette. Mais l'Allemand a manqué. Tiré à la volée, dans la panique. Le tireur du Sherman, lui, n'a pas manqué. La masse américaine frappe la jonction de la casemate et du châssis de l'automoteur. La soudure éclate. L'obus se coince à l'intérieur. Mais le choc cinétique est d'une telle force que le conducteur du Stug meurt de contusion sur place. La machine tressaute et se fige. De la fumée sort de l'écoutille. 3 chars. 1 minute. À l'intérieur du Sherman, c'est l'enfer. Température proche de 40 degrés. La sueur coule à flot, trempant les combinaisons. Héroquine, torse nu, glisse avec ses bottes sur les douilles. Sa poitrine se soulève comme un soufflet de forge. Ses mains sont en sang, mais il tend déjà le bras vers l'obus suivant. C'est la folie d'une chaîne de montage de la mort.
Kolyada, marche arrière! On change de position! Râle Gromov. Sa voix est cassée. Dans ses oreilles, un bourdonnement, comme si un tocsin s'y était installé. C'est l'avantage de la cadence de tir. Le Sherman a une tourelle spacieuse. Le chargeur a de la place pour bouger. Dans les boîtes allemandes, c'est étroit. Les obus sont lourds, longs. Pendant que le chargeur allemand manipule son 8.8, Erokin a le temps d'enfourner 2, voire 3 calibres 75. La quantité se transforme en qualité. Ils ensevelissent l'ennemi sous l'acier. Dehors, une image d'apocalypse. Le brouillard est éclairé par la lueur pourpre des incendies. Le tigre brûle, dispersant autour des morceaux de caoutchouc et de métal en feu. Le panthère brûle, fumant d'une fumée noire et grasse de craquage. Le Stug fume. La colonne s'est arrêtée. Les machines arrière reculent, brisant la formation. Ils ne comprennent pas contre qui ils se battent. Ils ont l'impression d'être tombés sur une batterie anti-char. Il ne leur vient pas à l'esprit qu'ils se font massacrer par un seul char moyen, dont l'équipage a décidé de mourir, mais pas de se rendre. « Obus !» crie Erokin. « Le râtelier de première urgence est vide !» Gromov regarde en bas. Le plancher est jonché de douilles vides. On ne sait plus où les mettre. Pas le temps d'ouvrir la trappe d'évacuation des douilles sur le flanc de la tourelle. Elle roule sous les pieds, teinte, gêne. « Prends au sol! Ouvre le stockage humide !» ordonne le lieutenant. Cela prend du temps. Des secondes précieuses. La cadence de tir chute. Et à ce moment, les Allemands reprennent leurs esprits. Le choc passe. Le professionnalisme de la Wehrmacht commence à fonctionner. Ils ont repéré les éclairs. Ils ont compris où est l'ennemi. Gromov voit dans le périscope la 4e machine de la colonne, encore un tigre, commencer à tourner lentement, inéluctablement, sa tourelle vers eux. Maintenant, le brouillard ne sauvera plus. Maintenant, la distance ne sauvera plus. Maintenant, la boucherie va commencer. La riposte. « Tenez bon, les gars !» hurle Gromov, comprenant que le blindage ne les sauvera pas. « Ça va chauffer !» Dans le char, ça sent le câble brûlé. Quelque chose court-circuite quelque part. De surchauffe et de vibration, la technique commence à lâcher. Mais les hommes tiennent encore. Les hommes se sont avérés plus solides que le fer. Gromov sent un calme étrange. Ils ont fait le principal. Ils ont brisé l'échine de l'attaque. L'avant-garde est détruite. La percée est arrêtée. Maintenant, il ne reste qu'une chose. Vendre leur vie. Et le prix est déjà fixé. Un prix élevé. Tireur, tape les chenilles, immobilise cette ordure. Le canon tressaute à nouveau, crachant la mort. La guerre dans le brouillard continue, mais c'est maintenant un combat à mort. Sans règles, sans tactique, seulement des réflexes et de la chance. La riposte ne se fait pas attendre. Les Allemands sont des professionnels. Le choc de la perte des machines de tête passe en quelques secondes, cédant la place à une réaction froide, rodée par des années. Ils ne voient pas la cible. Le brouillard cache bien la silhouette du Sherman, mais ils voient les éclairs. Dans ce lait blanchâtre, chaque tir du canon de Gromov est un phare criant « Je suis là ». L'air se déchire. Ce ne sont plus des claquements isolés, c'est une rafale. Des dizaines de canons, chars, automoteurs, mitrailleuses, se tournent vers le petit îlot de terre ferme où s'agite l'étrangère américaine. Le marais alentour se transforme instantanément en chaudron bouillonnant. L'eau vole en colonnes de boue mêlées de tourbe. Les éclats d'obus explosifs fauchent les buissons comme une faux. On entend le sifflement des ricochets, le bruit désagréable et plaintif du métal déformé partant vers le ciel. « Barre à gauche! Gaz !» hurle Gromov, mais il ne s'entend pas lui-même. À côté, à 5 mètres,
Un obus explosif de 105 mm de l'appui d'artillerie tombe dans la boue. L'onde de choc frappe le flanc du Sherman comme un marteau pilon. Le char de 30 tonnes est projeté sur le côté comme un jouet. Les chenilles patinent, arrachant la tourbe. À l'intérieur de la tourelle, les hommes sont jetés contre les parois. Gromov se cogne l'épaule contre le support du périscope, sentant l'articulation craquer. La douleur aveugle, mais elle dégrise aussi. Puis vient le coup. Ce n'est pas une explosion proche, c'est un impact. Un obus, tiré au hasard, à l'aveugle, trouve sa cible. Il frappe la tourelle tangentiellement. Un grincement tel qu'on croirait que l'enfer lui-même a été traîné sur le blindage. Une énergie cinétique monstrueuse arrache le coffre externe, arrache les fixations des outils, transformant pelle et barre à mine en mitraille mortelle. À l'intérieur de la tourelle, la lumière s'éteint. L'éclairage de secours clignote et meurt. Obscurité. Et un bourdonnement. Un bourdonnement d'une telle force qu'on a l'impression que la tête va éclater comme une pastèque trop mûre. Gromov ouvre la bouche pour équilibrer la pression, mais ses oreilles sont déjà bouchées par du coton. Quelque chose de chaud et collant coule de son nez. Du sang. Il passe la main sur son visage, la paume est rouge. Contusion. L'appareil vestibulaire lâche. Le sol se dérobe. Gromov a la nausée. L'estomac a des spasmes, essayant d'expulser son contenu. C'est la réaction normale de l'organisme à une pression extrême. Le cerveau essaie de redémarrer. « Vitya! Vitya !» À travers le coton, perce la voix d'Erokin. Le chargeur le secoue par l'épaule. Le visage du sergent est déformé, la bouche ouverte dans un cri, mais on entend à peine les mots. Gromov secoue la tête, éclaboussant des gouttes de sang. La vue revient par à-coups. Il voit le tireur. Celui-ci est pendu au viseur, le front contre le coussinet. Vivant? Mort? Le char continue de bouger. Kolyada, là-bas, en bas, dans son compartiment conducteur, fait des miracles. Il sent le combat par sa moelle épinière. Il jette la machine tantôt en avant, tantôt en arrière, dessinant des zigzags fous. Le Sherman rugit, patine, mais ne s'arrête pas. L'arrêt, c'est la mort. Les Allemands ajustent leurs tirs. Les obus tombent de plus en plus groupés. « Feu !» râle Gromov. La voix sonne comme sortant d'un tonneau, étrangère et lointaine. « Tire, putain !» Le tireur lève la tête. Un filet de sang coule de son oreille, inondant le col de sa combinaison. Mais les mains se souviennent. Les mains font. Il se recolle à l'oculaire. Une puanteur insupportable règne dans la tourelle. La ventilation ne suit pas. Les gaz de poudre s'accumulent en bas, rampant sur le sol en brume bleuâtre. Les yeux brûlent, comme si on y avait versé du sable. On ne peut respirer qu'une fois sur deux, happant l'air par la bouche comme un poisson sur la glace. Gromov regarde dans l'épiscope. Il est brisé. Une fissure barre le monde en deux. Mais à travers la toile d'araignée du verre, il voit des ombres. Les Allemands sont en panique. Perte de contrôle. La colonne s'est mélangée. Ceux de l'arrière poussent ceux de devant. Quelqu'un recule, exposant ses flancs. Le panthère qui était deuxième brûle, mais sa tourelle tourne encore. Le mécanisme de rotation fonctionne même dans l'agonie. Elle cherche l'agresseur. À droite, du brouillard, sort le museau obtus d'un transport de troupes anomag. Infanterie. Les grenadiers tombent de la caisse dans l'eau, essayant de se coucher. « Explosif !» ordonne Gromov, oubliant que personne ne l'entend. Il donne un coup de pied à Erokin et montre le râtelier des explosifs. Le chargeur comprend sans mots. Le geste est une action.
Une grenade explosive vole dans le canon. Tir. L'explosion couvre l'infanterie. Fontaine d'eau sale, lambeaux de corps et débris de métal. Le mitrailleur radio en bas s'est réveillé. La Browning de caisse commence à s'étouffer de longues rafales. Les traçantes cousent le brouillard, partant dans la brume blanche. Mais la menace principale n'est pas l'infanterie. La menace principale, c'est ceux qui ont survécu dans les boîtes en acier. Nouvel impact sur la caisse. Cette fois, le train de roulement. Le char tressaute, la chenille cliquette. Galets arrachés, maillons rompus. Si la chenille saute, ils sont morts. Mais le Sherman continue de ramper. Il tire, le brave. Le caoutchouc américain brûle, pue insupportablement. Mais les doigts d'acier des patins s'accrochent encore au sol. « Achevez-le !» Gromov voit la silhouette d'un autre panthère, essayant de les contourner par le flanc. Il expose son flanc, essayant de sortir de la zone de tir. Le tireur saisit le moment. Il va mal. Il vomit directement sur le sol, sur les douilles tirées. De la bile mélangée à du mucus. Mais il ne lâche pas les volants. Ce n'est plus un combat. C'est l'agonie de deux systèmes. Les hommes travaillent au réflexe, au-delà des limites physiques. Tire. L'obus frappe le panthère sous la tourelle. Étincelle. La tourelle se bloque. Le char s'arrête, mais ne brûle pas. « Encore !» hurle Gromov. Erokin glisse sur son propre vomi, tombe, laisse échapper l'obus. La lourde masse le frappe à la jambe. Il jure, hurle de douleur, mais ramasse l'obus. Dans ses yeux, la folie d'un rat acculé. Il enfonce la munition dans le canon d'un coup de poing, s'écorchant la peau jusqu'à la chair. « Parez !» Le deuxième obus achève l'Allemand, flambé de carburant. Maintenant, ça brûle fort, joyeusement. À l'intérieur du Sherman, la température monte à 50 degrés. Le métal chauffe. Le moteur est en surchauffe, les aiguilles des instruments sont dans le rouge depuis longtemps. Mais ils sont vivants. Pour l'instant vivants. Gromov sent sa conscience commencer à dériver. La contusion le frappe d'une deuxième vague. L'obscurité devant ses yeux s'épaissit. Il secoue la tête, se gifle les joues. Interdit de s'évanouir. Si le commandant tombe, l'équipage ne sera plus que de la viande dans une boîte de conserve. Il regarde ces hommes, sales, ensanglantés, sourds, étouffants dans la fumée. Ils ressemblent plus à des diables en enfer qu'à des soldats de l'armée rouge. Mais ils font leur travail. Ils broient la Wehrmacht. Dehors, le brouillard se déchire en lambeaux sous la chaleur des machines en feu. Le cimetière de technique grandit. 200 mètres de chemin de rondins se sont transformés en succursale de l'enfer sur Terre. Mais cet enfer, c'est eux qui l'ont créé. 4 gars dans une seule machine. Nouveau choc. Le blindage sonne, ricochet. « Vivant !» ricane Erokin en crachant du sang. « Elle nous prend pas, la garce !» Gromov ne partage pas son optimisme. Il sait, la chance ne peut pas durer éternellement. Le blindage du Sherman est à la limite. Les soudures craquent. Des micro-fissures courent sur la caisse. Encore un coup au but, et le blindage éclatera. Et il y a encore beaucoup d'Allemands. Le rugissement des moteurs ne faiblit pas. De la profondeur de la colonne arrivent de nouveaux prédateurs. Ils vont à la lumière des incendies. Ils vont à l'odeur du sang. Le duel se transforme en boucherie. Et dans cette boucherie, ils n'ont plus d'atouts. Il ne reste que la rage. La rage et l'inertie qui force à charger, viser et tirer tant que le cœur bat encore. La statistique est une science qui ne connaît pas la pitié. Dans l'équation du combat, la variable chance a sa limite. Et cette limite
est épuisé. Le Sherman danse au bord de la tombe depuis déjà 8 minutes. Ces 8 minutes de temps emprunté, volés à la mort. Mais les créanciers en uniforme gris viennent toujours réclamer leur dû. Le coup arrive de là où on ne l'attendait pas. Ce n'est pas le tir précis d'un tigre, pas le feu meurtrier d'un panthère. C'est un obus explosif perdu, tiré au hasard par un canon de campagne caché dans la lisière. Le hasard aveugle. L'obus tombe sur l'arrière du char, sur le compartiment moteur. Le blindage du toit moteur est fin. L'explosif défonce les persiennes de la prise d'air et détonne à l'intérieur, directement sur les blocs cylindres. L'explosion est sourde, gutturale. Le char est projeté l'arrière en l'air, comme un cheval qui rue. Gromov se cogne le visage contre la culasse, perdant l'orientation. La lumière s'éteint définitivement. Mais le plus terrible arrive 1 seconde plus tard. Les moteurs calent. Le bourdonnement régulier et poussif des diesels GM, qui était le pouls de cette boîte d'acier, se coupe. Le silence tombe. Un silence mort, ouaté, dans lequel on entend seulement le craquement du métal déchiré et le sifflement de la pneumatique éclatée. Et puis, vient le feu. 2 diesels 6 cylindres jumelés se transforment en fournaise infernale. Les conduites de carburant sont coupées. Huile, gazole, liquide hydraulique, tout cela s'enflamme instantanément. Le système anti-incendie se déclenche. On entend le claquement des bouteilles de dioxyde de carbone. Mais il est impuissant. La brèche est trop grande. Le feu rugit, dévorant l'oxygène. « Kolyada, démarre !» crie Gromov, se cassant la voix. « On part !» Pas de réponse. En bas, dans le poste de conduite, les flammes font rage. Les éclats ont percé la cloison. L'adjudant Kolyada, virtuose des leviers, l'homme qui a fait danser un char de 30 tonnes sur un marais, n'a même pas eu le temps de crier. Une tempête de feu l'a frappé dans le dos. Gromov voit à travers les fentes du plancher de tourelle une silhouette de feu s'agiter en bas. Le pilote essaie d'atteindre les leviers, essaie d'exécuter le dernier ordre, donner vie à la machine. Mais ses mains ne répondent plus. Le feu fond la peau, fond la combinaison, soude la chair au métal du siège. Le char tressaille dans une convulsion d'agonie. Le câblage du démarreur court-circuite et se fige pour toujours. Maintenant, ils ne sont plus un char, ils sont un bunker, un point de feu permanent, une cible immobile au milieu d'un marais en feu. Le Sherman meurt. Gromov le sent physiquement. La vibration de la vie est partie, remplacée par le tremblement de l'incendie. La caisse commence à chauffer. Derrière la cloison blindée, la température avoisine déjà les 1000 degrés. Bientôt, les munitions au sol commenceront à couver. Ils ont peut-être 1 minute avant que la détonation ne les disperse en molécules. « Dehors !» râle Erokin, essayant d'ouvrir l'écoutille du chargeur. « Restez assis !» aboie Gromov. Il attrape le sergent par la jambe et le tire vers le bas. « Feu de mitrailleuse sur le blindage. Ils vont nous faucher comme des chatons. » Le lieutenant a raison. Dehors, balles et éclats tambourinent sur le blindage. Sortir maintenant, c'est la mort certaine. Dedans, c'est la mort différée. D'1 minute. Gromov regarde dans le viseur. Il doit faire encore quelque chose. À droite, de derrière la carcasse brûlante du tigre, rampe une ombre trapue. Un chasseur de chars, Jagdpanzer. Bas, prédateur, avec un blindage frontal incliné que leur calibre ne perce pas. Il arrive par le flanc. Il voit que le Sherman s'est arrêté. Il vient pour achever. Le tireur allemand ne se presse pas. Il sait. La proie ne s'enfuira pas. Il vise la jonction tourelle-caisse. « Tourelle à droite !» ordonne Gromov. Le tireur tourne le volant. La commande électrique est morte.
On travaille à la main. C'est dur. Le mécanisme est dur, comme si on avait versé de la colle dans les engrenages. « Bloqué !» hurle le tireur. « Ça vient pas, commandant !» Gromov se jette sur lui. À deux, il s'appuie sur la manivelle. Les muscles craquent sous l'effort. Les veines du cou gonflent comme des cordes. Centimètre par centimètre, le canon rampe vers la droite. Dans la tourelle, on ne peut plus respirer. La fumée de l'incendie s'infiltre par les fentes. La gorge est râpée. Les yeux ne voient plus rien à cause des larmes. Mais ils tournent. Ils font tourner cette maudite tourelle parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent opposer à l'inévitable. L'automoteur s'arrête. Distance 150 mètres. Il braque son canon. Gromov voit cet œil noir. Il les regarde droit dessus. « Plus vite !» chuchote le lieutenant. Le canon du Sherman regarde un peu trop à gauche. Il manque 1 degré. Un seul degré. Erokin, oubliant la peur, oubliant le feu sous ses pieds, donne un coup de pied dans la culasse, aidant le tireur. Verrouillage. Le réticule se pose sur la chenille de l'automoteur. De face, impossible de percer. Mais si on casse la chenille, il pivotera par inertie. Il exposera son flanc. Perforant, le dernier! Erokin fouille le sol. Vide. Tout est tiré. Dans le râtelier humide, au fond, il y a un obus. Mais pour l'atteindre, il faut plonger dans l'eau mélangée à l'huile et au sang. Erokin plonge. Il disparaît dans la fumée pour une seconde qui semble une éternité. Revient avec un visage noirci, serrant contre sa poitrine une masse sale. « Je l'ai !» Chargement. Le bruit de la culasse sonne comme un glas. L'Allemand a tiré le premier. Choc. L'obus du Jagdpanzer ricoche sur le masque du canon du Sherman. Les étincelles aveuglent. La tourelle tremble tellement que les dents de Gromov craquent. Des éclats d'optique se plantent dans son visage. Le sang inonde son œil. « Mais ils sont vivants !» L'Allemand s'est précipité, sa main a tremblé. « Feu !» crie Gromov, crachant une bouillie sanglante. Le tireur appuie sur la détente. Le Sherman grogne une dernière fois. L'obus part. Impact. Le barbotin de l'automoteur vole en éclats. La chenille claque comme une corde trop tendue. Le lourd ruban de maillon glisse des galets comme un serpent. L'automoteur, lancé en vitesse, est brusquement jeté sur le côté. Il se met en travers. Il s'embourbe dans le marais, gîte et se fige, faisant tourner impuissant une seule chenille. Il n'est plus une menace. Il est une cible, tout comme eux. « C'est tout !» expire Gromov. « Stop machine !» L'incendie fait irruption dans le compartiment de combat. Des langues de feu lèchent la culasse. La peinture sur les murs commence à cloquer. La chaleur devient insupportable. La peau commence à sécher et à craquer. Ils ont rempli la mission. La percée est arrêtée. La technique ennemie brûle. Mais le prix est payé. Kolyada est mort. Le char est mort. Reste à sauver les hommes. Évacuation, ordonne Gromov. Ouvrez les écoutilles. Les blessés en haut. Erokin défonce l'écoutille de tourelle d'un coup de tête. L'air frais, froid, humide, sentant le marais, s'engouffre dans le four brûlant. Il semble doux comme du nectar. Il tombe sur le blindage. Toussant, étouffant, il chute sur le métal brûlant. Le tireur traîne Gromov, à moitié aveuglé par le sang. Autour, un paysage infernal. Le brouillard s'est dissipé, brûlé par la température du combat. Devant eux, le cimetière des espoirs allemands. Métal tordu, carcasse fumante, boue noire mélangée au fer et à la chair. Gromov glisse le long du blindage frontal dans l'eau.
Le marais l'accueille, refroidissant son corps brûlé. Il regarde son char. Le Sherman brûle. La flamme sort du compartiment moteur en une colonne haute et droite. L'étoile américaine sur le flanc est noircie, mais clairement visible. La tourelle, tournée vers la droite, s'est figée, comme un monument à l'obstination. Le canon regarde l'ennemi vaincu. Même mort, ce char continue de menacer. « Kolia !» chuchote Rockin en regardant l'écoutille fumante du pilote. Il pleure. Les larmes tracent des chemins blancs sur son visage noir de suie. Là, à l'intérieur, est resté leur camarade. L'homme qui n'a pas lâché les leviers jusqu'à la fin. L'homme qui a brûlé pour qu'il puisse tirer ce dernier coup. Ce n'est pas une victoire d'affiche. Ici, pas de drapeau ni d'orchestre. Il n'y a que l'odeur de viande brûlée, le bourdonnement dans les oreilles et les mains qui tremblent. Gromov essaie de se lever, mais ses jambes ne le tiennent plus. Il est assis jusqu'à la taille dans la boue glacée, le dos appuyé contre la chenille de la machine mourante. Il regarde son œuvre. 3 chars lourds, 2 panthères, un automoteur et des dizaines de fantassins restés pour toujours dans cette fondrière. Tout ça fait par une seule machine, un seul équipage, en 10 minutes de combat. L'explosion des munitions dans le Sherman met le point final. La tourelle saute, une gerbe de feu jaillit des écoutilles. Le métal gémit. Le char s'affaisse, s'enfonçant plus profondément dans le marais. Il part. Il emmène avec lui son conducteur. Gromov ferme les yeux. Obscurité, silence. Seulement quelque part au loin, derrière la forêt, monte un nouveau grondement. Les nôtres. Les T-34 arrivent. Ils sont là. Mais pour l'équipage de Gromov, la guerre est finie pour aujourd'hui. Pour eux, a commencé l'éternité. Le brouillard s'en va. Il ne se dissipe pas doucement comme au cinéma, mais se déchire en lambeaux, comme de la gaze sale, révélant la terrible anatomie de ce qui s'est passé sur ces 200 mètres de marais biélorusse. Le soleil, suspendu au zénith, perce à travers la fumée. Sa lumière semble artificiellement vive, blessant les yeux enflammés. Avec le brouillard s'en va aussi le temps. Ces 10 minutes dans lesquelles s'est compressée toute une vie sont terminées. Les horloges recommencent à tic-taquer au rythme normal, mais pour les survivants, ce rythme semble étranger. Le silence qui a recouvert le chemin est plus lourd que le plomb. Ce n'est pas le silence paisible de la forêt, c'est le silence mort d'un cimetière où vient de cesser une avalanche de pierres. On entend seulement le sifflement. Le métal chauffé siffle en refroidissant dans la boue du marais. L'eau qui s'évapore siffle. Le bois craque, finissant de brûler dans les brasiers que sont devenus les chars allemands. Le lieutenant Victor Gromov est assis sur un tronc de bouleau renversé à une dizaine de mètres de sa machine. Il ne se souvient pas comment il est sorti. Il ne se souvient pas comment le tireur l'a traîné à travers la boue. Il regarde simplement. Son regard est vide. C'est ce fameux « regard des 1000 mètres » dont parlent les psychiatres de terrain. Gromov voit l'image, mais son cerveau refuse de la traiter. Trop de destruction par unité de surface. Devant lui, le panorama d'une apocalypse métallique. Le char lourd Tigre, le tout premier, gît, le canon planté dans la tourbière. Sa tourelle, arrachée par la détonation des munitions, traîne à côté, ressemblant à une tortue retournée. À travers l'énorme trou déchiqueté dans la caisse, on voit les entrailles noircies, transmission, culasse du canon, râtelier tordu. 57 tonnes d'invulnérabilité transformées en tas de ferraille en une fraction de seconde. Un peu plus loin, fume le panthère. Il a brûlé jusqu'au blanc.
La peinture a disparu, ne laissant qu'une calamine grise. Les galets ont fondu en une masse unique. Le canon est baissé, comme en signe de soumission. Le chasseur de chars Jagdpanzer, ayant perdu sa chenille, agité, et coule lentement sous son propre poids. Le marais le prend. Et au milieu de ce chaos, son Sherman. L'Emcha a l'air pitoyable et majestueuse à la fois. La caisse haute et dégingandée est maintenant noire de suie. L'étoile américaine sur le flanc est à peine visible. De l'écoutille du mécanicien conducteur sort toujours un mince filet de fumée bleue. Là, à l'intérieur, refroidit leurs camarades. L'adjudant Kolyada est resté à son poste pour toujours. Il est devenu partie intégrante de la machine qui conduisait. Sa tombe, 30 tonnes d'acier envoyées de Détroit pour trouver sa fin dans les fondrières biélorusses. Le sergent Erokin est accroupi au bord de l'eau. Il essaie de laver de ses mains le mélange de sang, d'huile et de suie de poudre. Mais la crasse s'est incrustée dans la peau à mort. Ses mains tremblent d'un tremblement large et incontrôlable. Il regarde ses paumes avec étonnement, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Le tireur est allongé sur le dos, les bras en croix, et regarde le ciel. De ses oreilles suinte toujours du sang. Les tympans ont éclaté. Il n'entend rien, mais, semble-t-il, cela lui est égal. Il respire simplement, profondément, avalant avidement l'air où la puanteur de viande brûlée et de gazole se mélange à l'odeur d'aiguilles de pain chauffé. Du côté de la forêt, on entend un grondement croissant. Ce sont les nôtres. Les T-34 débouchent sur le chemin. 1, 2, 3. Sur le blindage, des troupes de débarquement. L'infanterie en gymnastiorka délavée, avec des mitraillettes PPSH au cou. Ils sont prêts au combat. Ils attendent l'ennemi. Mais il n'y a pas d'ennemi. La colonne s'arrête. Les tankistes sortent des écoutilles. Les fantassins sautent à terre. Ils approchent lentement, prudemment, regardant autour d'eux. Ils n'en croient pas leurs yeux. Le commandant du bataillon de T-34, un capitaine à la tête bandée, s'approche de Gromov. Il regarde la technique allemande, puis le Sherman solitaire et brûlé, puis de nouveau les Allemands. Ses yeux s'écarquillent. Lui, officier expérimenté, passé par Koursk et le Dniepr, ne peut pas assembler ce puzzle. Qui les a arrangés comme ça ? Demande le capitaine en montrant le cimetière des fauves. L'artillerie ? L'aviation ? Gromov lève sur lui un regard trouble. Il essaie de dire quelque chose, mais ses lèvres sont collées. Il montre simplement son char de la main. « Nous » râle-t-il. Le mot sort avec peine, comme un morceau de verre. Le capitaine regarde le Sherman, puis Gromov. Dans son regard, de l'incrédulité mêlée d'effroi. « Avec un seul équipage ?» demande-t-il. « Contre une compagnie de lourds ?» Putain, c'est pas possible. L'infanterie erre entre les machines allemandes détruites. Les soldats touchent le blindage qui refroidit, regardent dans les brèches. Certains sifflent d'admiration, d'autres ôtent leurs calots. Ils comprennent ce qui s'est passé ici. Ils voient la distance, 200 mètres. Ce n'est pas une distance de combat de chars, c'est une distance où l'on voit les yeux de l'ennemi. Ici, la balistique ne fonctionne pas. Ici, seule fonctionne la folie. Gromov se lève avec peine. Ses jambes sont en coton. Ses genoux se dérobent. Il s'approche de son char. Pose la main sur le flanc chaud et rugueux. Sherman M4A2. Pré-bail. Tombeau collectif pour 4, comme on plaisantait à l'arrière. Haut, instable, avec un canon qui ne devait pas percer les tigres. Mais il a percé. Parce que ce n'est pas le canon qui perce, c'est l'homme. L'analyse technique de ce combat
finira plus tard dans les rapports du polygone de Kubinka. Les experts traceront des schémas, calculeront les angles d'impact des obus, s'étonneront de l'incroyable concours de circonstances. Ils écriront que la probabilité de victoire du Sherman dans de telles conditions était inférieure à 1%. Ils appelleront cela une anomalie statistique, un miracle. Mais Gromov sait, les miracles n'existent pas. Il y avait la physique, il y avait la boue, il y avait la peur qui s'est transformée en calcul froid, et il y avait le choix entre l'attente passive de la mort selon le règlement et un pas actif à sa rencontre. Il se souvient du visage de Kolyada avant le combat, un visage simple, de Ryazan. Le pilote savait à quoi il s'exposait. Il savait que le char à essence, ou même diesel comme le A2, s'enflammerait si on lui perçait le flanc. Mais il a mené la machine en avant, dans la fournaise, sous les canons de 88. Il l'a tenue droite pour que le tireur puisse faire ce foutu tir. Le prix de la victoire, une vie, et 3 âmes estropiées qui ne seront plus jamais les mêmes. Gromov regarde ses mains. Elles sont noires de suie, couvertes d'écorchures et de brûlures. Ses mains viennent de détruire de la technique pour des millions de Reichsmark et de tuer quelques dizaines d'hommes. Mais il ne ressent pas de triomphe, seulement le vide. Un vide énorme et résonnant à l'intérieur, qu'il n'y a rien pour combler. C'est ça le prix de la guerre. La victoire ne ressemble pas à une fête. Elle ressemble à un champ de ruines sur lequel sont assis des hommes sourds et contusionnés, trop fatigués même pour se réjouir d'être en vie. Un infirmier qui s'est approché commence à bander la tête du tireur. Celui-ci grimace de douleur, et c'est bien. La douleur est un signe de vie. Erokin allume enfin une cigarette. La fumée du tabac gris se mélange à la fumée de l'incendie. Il tire une bouffée profonde, jusqu'à tousser, et pour la première fois depuis 1 heure, quelque chose de sensé apparaît dans ses yeux. Gromov se détourne des hommes et regarde la route qui part dans le brouillard, là où les Allemands ne sont pas passés. La mission est accomplie. La percée est fermée. Le bataillon peut avancer. Il comprend une vérité simple et dure qu'on n'écrira pas dans les citations pour médailles. Les caractéristiques techniques, c'est important. Les millimètres de blindage, la vitesse initiale de l'obus, les chevaux par tonne, c'est la base. Mais dans l'équation finale de la guerre, il y a une variable que les ingénieurs ne peuvent pas calculer. C'est la volonté de l'équipage d'enfreindre les règles. Le règlement interdit de s'approcher d'un ennemi supérieur. Le règlement prescrit de préserver la technique. Le règlement est écrit avec le sang de milliers de tankistes qui ont brûlé en 41 et 42. C'est un livre sage. Mais parfois, pour survivre et vaincre, il faut oublier le règlement. Il faut se transformer de soldat en prédateur. Il faut s'approcher à bout portant. Il faut frapper le premier quand on ne vous attend pas. Sur fond du Tigre qui finit de brûler, la haute silhouette du Sherman semble un monument à l'obstination humaine. Le fer a perdu contre le fer, mais l'esprit a gagné contre le calcul. Gromov crache une salive visqueuse et salée dans la boue. Il est vivant. La guerre continue. Demain, il y aura un nouveau combat, un nouveau brouillard et une nouvelle peur. Mais ce combat, ils l'ont gagné. Le lieutenant rajuste son baudrier qui a glissé et fait un pas vers le commandant de bataillon qui s'est approché. Le rapport sera court. Juste des chiffres et des faits. Les émotions resteront ici, dans ce marais, avec le métal qui refroidit. Le règlement s'écrit avec du sang, c'est vrai. Chaque ligne est payée par la vie de quelqu'un. Mais la victoire, la vraie, l'impossible victoire arrachée avec les dents à la mort, elle s'écrit avec le caractère. Et seulement avec lui.